Pour bien préparer la Coupe du Monde 2023 en France qui arrive à grands pas, on se replonge dans l'histoire des plus grandes nations du rugby. Entre moments de légende, joueurs mythiques, origines et héritage, bienvenue à tous dans Terre de Rugby. Fidji, Samoa, Tonga. À quoi pense-t-on quand on évoque ces îles du Pacifique Sud? Aux plages de sable blanc, aux cocotiers, aux doux sons du ukulélé. Et puis au rugby. L'Ovalie a beau avoir vu le jour en Angleterre, c'est bien dans le Pacifique qu'il est élevé au rang de religion. Plus qu'un simple sport national, les Iliens ont le rugby tatoué sur la peau. Au cours de leur grande histoire commune, les nations du Pacifique ont vu naître quelques-uns des plus grands joueurs de ce sport. Malheureusement, rares sont ceux qui ont finalement joué pour leur île d'origine, pillée par les sélections toutes puissantes. Malgré cette fuite des talents, Fidji, Tonga et Samoa mettent un point d'honneur à faire du rugby une fête, avec un jeu flamboyant porté vers l'offensive et des actions toujours plus spectaculaires. Bien assez pour se faire une place dans le cœur des fans de la balle ovale. Alors nation frisson, ou grand perdant du rugby mondial, ce qui est sûr, c'est qu'avec ces équipes, le rugby est un spectacle. Même si les Fidji, Tonga et Samoa sont trois entités bien distinctes, on ne peut pas nier que leur rapport au rugby est assez proche. Ces îles sœurs entre Mélanésie et Polynésie ont vu le rugby être introduit lors de la colonisation par les Britanniques au XIXe siècle. Le coup de foudre est immédiat. Les Iliens sont séduits par les valeurs de cette nouvelle discipline qui demande une grande habileté de corps et un sens aigu de l'évitement très présent dans les jeux indigènes. De plus, la nature virile et combative véhiculée par le rugby rappelle l'esprit guerrier si cher aux cultures du Pacifique Sud. Mais au-delà de ça, ce qui fait entrer immédiatement l'Ovalie dans ces sociétés insulaires, c'est sa dimension collective. Car là-bas, le groupe se place au-dessus de tout. Oh, le rugby fidjien, c'est comme une traditionnel, même une religion pour nous. Alors très vite, le rugby s'enracine dans la vie quotidienne. Il est pratiqué à tous les niveaux et c'est un bon moyen d'oublier tous les problèmes. Que ce soit au Fidji ou en Polynésie, on fait de ce sport une véritable fête. Dès qu'on se rencontre, on devient amis, mais très vite, on est des frères. Ça nous donne une façon de jouer très intéressante et c'est pour ça que les gens aiment nous voir jouer. Avec les Fidji, ça joue et ça arrive de partout. Là-bas, on privilégie le spectaculaire avec des offensives éclairs et une créativité sans limite. Et leur jeu agressif permet d'ouvrir des espaces pour les flèches sur les côtés ou pour le geste juste. Une sorte de French flair qui sent bon les cocotiers et le sable fin. Mais il ne faut pas réduire le rugby du Pacifique à de la justesse technique et de la projection. Car s'ils peuvent produire un jeu si léché, c'est aussi grâce à leur capacité athlétique. Les robustes Fidjiens, les colosses tongiens ou encore les puissants Samoans n'ont pas peur des contacts. Les équipes du Pacifique, ce sont des percées, des passes après contact et l'impression d'avoir eu un accident de voiture. Après un match contre les Fidji, les Tonga ou les Samoa, on a mal partout. Ils adorent plaquer. C'est la beauté du sport, la joie de jouer. Mais en explosant l'adversaire, c'est sympa. C'est dans les années 1920 que les fédérations se créent et que la discipline se structure véritablement. Comme un symbole, le premier match officiel est organisé le 15 août 1924 entre les Fidji et le Tonga. 3 jours plus tard, le vainqueur fidjien enchaîne avec une rencontre face aux Samoa.
les premiers affrontements d'une longue série dans le Pacifique Sud. À ce petit jeu-là, ce sont les Fidjiens qui dominent les îles voisines. 30 victoires en 54 matchs et 63 victoires en 93 rencontres dans le classique du Pacifique, Fidji-Tonga. Du côté polynésien, c'est avantage Samoa avec 17 victoires en 27 matchs. Une domination des Flying Fijians qui se traduit à l'échelle internationale dès la première Coupe du Monde en 1987. Pour ce premier sommet mondial organisé en Nouvelle-Zélande et en Australie, les sélections fidjiennes et tongiennes sont invitées, tandis que les Samoa sont laissés sur la touche. Dans une poule avec le Pays de Galles, l'Irlande et le Canada, impossible pour les Ika-Letai de se démarquer. L'addition est salée, 3 matchs, 3 défaites. De leur côté, les Fidji héritent d'un groupe plus abordable. Outre l'intouchable Nouvelle-Zélande, les insulaires, menés par leur capitaine Colli Rakoroi, disposent facilement des Argentins avant de chuter d'un rien face à l'Italie. Mais grâce à leur goût pour l'attaque, la différence de points joue en la faveur des Fidjiens volants qui décrochent sur le fil leur ticket pour les phases finales. En quart, c'est un choc contre le 15 de France qui attend les insulaires. C'est la toute première fois de l'histoire que ces deux nations se rencontrent. Et les Français n'ont pas oublié la surprise qu'ils ont découverte sur le terrain. Il nous avait surpris parce que sur le terrain, on avait découvert une équipe qui était vraiment joueuse. Comme ça allait très vite, pour les ralentir, il fallait les presser un petit peu. Mais on a mis quand même une bonne demi-heure pour comprendre qu'il fallait se resserrer un petit peu plus. Vaillants, mais surtout débridés, les Fidjiens, avec en tête l'insaisissable numéro 10, Severo Koroduadua, en font voir de toutes les couleurs au bleu. Et à la mi-temps, on était tous essoufflés, parce qu'ils couraient de partout, les piliers étaient aussi à droite que les centres ou les ailiers. Et je me souviens d'images où on avait le pilier qui arrivait avec le ballon, on était sûr qu'ils allaient nous rentrer dedans. Puis au moment de le plaquer, puis il avait disparu. Et puis je ne sais plus lequel d'entre nous, il dit au groupe, mais vous arrivez à en choper un, parce que moi j'arrive pas à en attraper un. Et on était raides. Mais une fois l'effet de surprise passé, les Français posent le jeu et obligent les Fidjiens à combattre dans de longs regroupements. Champ et Lorieux, allez Lorieux, plus qu'un mètre de la ligne vers Vigier, Rodriguez en force. Et voilà Rodrigue, formidable. Et le deuxième essai en force de Laurent Rodriguez, accordé par M. Darling et l'équipe de France, juste avant la mi-temps qui mène maintenant par 17-7. Mal habitués aux phases statiques, ils ne parviennent pas à se créer les brèches et les espaces qu'ils aiment tant et voient leur premier parcours en Coupe du Monde stoppé net. Mais ce n'est pas grave, la planète rugby vient de découvrir que ce sport se joue aussi dans le Pacifique Sud. Et de quelle manière? Ça a été un moment de magie, ça a été un partage de leur culture, de leur chant, de nos chants à nous. Quand ces gars se sont prosternés, ont fait la prière, c'était la première fois, une des premières fois qu'on voyait ça. Ils étaient heureux d'avoir joué, ils étaient heureux d'avoir partagé. Et ça, c'était la plus belle des reconnaissances qu'on pouvait avoir, nous Français. Mais si les Tonga et Fidji viennent de réussir leurs débuts internationaux, dans l'ombre, la sélection samoane attend son heure. Pas invitée en 87, elle gagne sa place pour le mondial 1991 grâce aux qualifications. Les Manu Samoa n'ont pas de temps à perdre. Ils veulent montrer que sur cet archipel aussi, on sait jouer au rugby. Pour leur premier match dans l'arène des compétitions, les guerriers frappent un grand coup. À Cardiff, ils choquent les observateurs en dominant les Gallois dans leur jardin. Tout sauf un coup de chance, puisque quelques jours plus tard, les Manu Samoa tiennent tête à l'Australie, futur vainqueur, pendant 80 minutes et décrochent leur ticket pour les phases finales en écrasant l'Argentine 35-12, grâce notamment à un doublé du plus jeune joueur à avoir disputé un match en Coupe du Monde, Brian Lima. Celui qui deviendra le plus grand joueur de l'histoire de sa sélection marque déjà les esprits à seulement 19 ans. Pendant sa longue carrière avec les Manu Samoa, l'ailier, ou 3/4 centre selon les besoins, marque les esprits, mais surtout les corps. Surnommé le chiropracteur pour sa capacité à faire craquer les os sur des plaquages de buffles, il a envoyé bon nombre d'adversaires à l'infirmerie.
Lors des 5 Coupes du Monde auxquelles il a participé, il a marqué au moins un essai dans 4 d'entre elles. Mais fait bien plus de dégâts quand il s'agit de tamponner son vis-à-vis. De 1991 à 2007, Brian Lima, c'est l'âme de l'archipel, le chef de clan des Manu Samoa. Et pour son œuvre, il est le premier Ilien à être intronisé au Hall of Fame. Malheureusement, Lima ne remportera jamais un match à élimination directe. En 1991, les insulaires ne peuvent rien face à des Écossais en mission à domicile. 4 ans plus tard, les guerriers refont le coup et sortent de leur poule en dominant l'Italie et la victime favorite des insulaires, la pauvre Argentine. Play continues. The Asamoah bow. 10 meters out from the 22. Manu Samoa really starting to crack it on here. Paramore. Junior Paramore. Lau Pepe. George Lau Pepe. Mais la marche des phases finales est bien trop haute. Les Manu Samoa prennent une leçon par, encore une fois, les futurs champions du monde Springboks en 95. Mais le principal, c'est que les nations du Pacifique Sud ont une nouvelle fois marqué la planète ovale grâce à leur jeu flamboyant et leur culture exotique. Car oui, ce qui fait la popularité et la place à part qu'occupent les insulaires dans le cœur des fans de l'Ovalie, c'est le folklore presque mystique qui les accompagne. Pas question de rater les danses guerrières que sont le Sibi fidjien, le Sivatau samoan ou le Sipitau tongien qui n'ont strictement rien à envier au Haka maori. Le mieux étant évidemment quand ces rituels se font en simultané, une rareté qui ne s'est produite que 2 fois en Coupe du Monde. En 2007 avec Samoa-Tonga et à Auckland en 2011 pour Samoa-Fidji. Un spectacle que les fans de rugby n'ont pas oublié. Plus que les joueurs eux-mêmes, c'est toute la culture de ces peuples qui est iconisée. Car chez eux, il n'y a pas de superstar. Le rugby est imprégné des traditions avec la famille au-dessus de tout. Donc sur le terrain, pas de stars, pas d'ego, pas même de coéquipiers. Ce sont 30 frères qui s'affrontent autour d'une passion commune. Et c'est parfois à prendre au pied de la lettre, tant il y a des joueurs qui appartiennent de près ou de loin, littéralement à la même famille. Qu'ils soient cousins, frères ou même père et fils, il n'est pas rare d'avoir des liens de sang dans l'équipe ou même avec celle d'en face. Il faut aussi souligner que les plus célèbres Fidjiens ou Polynésiens n'ont même pas joué pour leur sélection. Et ça, c'est un énorme problème. Jonah Lomu, le plus célèbre des All Blacks, est en fait tongien. Jérôme Kaino est né au Samoa. Juro Kosoko vient des Fidji. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Cette réalité met en lumière le plus grand problème des nations du Pacifique, la fuite des talents. Que ce soit aux Fidji, Tonga ou Samoa, les championnats locaux sont amateurs. Donc très jeunes, les meilleurs espoirs partent à l'étranger, en Australie et Nouvelle-Zélande en tête, mais même en France ou en Angleterre. Là-bas, ils reçoivent une formation de qualité et grâce à la règle qui autorise un joueur à rejoindre la sélection d'un pays où il a résidé pendant 3 ans, ils peuvent tenter leur chance avec des top nations. Malheureusement,
l'exil est une épreuve très compliquée à appréhender. Dans des sociétés où la communauté est au centre de tout, l'adaptation au système occidental très autocentré est parfois extrêmement difficile, voire impossible à surmonter. Si les grandes sélections du rugby exploitent le réservoir ilien depuis des décennies, il faut bien comprendre que les joueurs font souvent un choix sportif, car les fédérations insulaires ont de très petits budgets, donc très peu de tournées, de matchs et de préparation. De plus, le rugby est la meilleure, voire la seule, perspective d'avenir pour la plupart des garçons. Passé un certain âge, percer est presque un devoir pour subvenir aux besoins de sa famille. A l'inverse, les îles du Pacifique reçoivent aussi des joueurs venus d'autres pays. Ceux qui n'ont pas le niveau pour les grandes sélections, ou les grands joueurs en fin de carrière qui désirent jouer avec leur pays d'origine, comme les ex-All Blacks Malakai Fekitoa ou Charles Piutau. Mais quoi qu'il en soit, les nations du Pacifique ne peuvent pas puiser dans leur réservoir potentiel. À cause de la fuite des talents, couplée à la modernisation du rugby et le passage à l'ère pro, le fossé se creuse entre les sélections de premier et second plan. Cette réalité s'observe dès la Coupe du Monde 2003. Pour la deuxième fois après la Coupe du Monde 99, les 3 nations du Pacifique sont qualifiées, mais aucune ne parvient à se hisser en phase finale. Flying Fijians et Manu Samoa terminent 3e de leur groupe respectif, sans jamais parvenir à inquiéter les favoris. Le talent pur et l'envie ne suffisent plus. La conquête et les phases statiques ne font pas partie de leur identité, ils n'y sont pas entraînés. Il y a chez eux une volonté de jouer avec des passes et de courir ballon en main. C'est plaisant à voir, mais ce n'est pas assez efficace. Lors des premières Coupes du Monde, le rugby n'était pas aussi structuré. Mais dans cette nouvelle ère rugbystique, il faut maîtriser tous les compartiments du jeu pour briller. Si bien qu'au Fidji, on a décidé de miser sur le rugby à 7, discipline qui leur réussit plutôt bien. Malgré tout, les insulaires n'ont pas dit leur dernier mot. Peu importe les lacunes, peu importe la fuite des talents, tant qu'il y a l'amour du jeu. Lors du mondial 2007, les Flying Fijians se retrouvent dans une poule avec l'Australie, le Japon, le Canada et le pays de Galles. Ils rentrent bien dans leur tournoi en battant les 2 équipes jugées plus faibles, puis en s'inclinant logiquement contre le géant australien. Se joue alors le match décisif pour l'accès au quart de finale. Fidji contre Pays de Galles à la Beaujoire. L'enjeu est important, mais personne ne se doute que ce choc va accoucher d'un des plus beaux matchs de l'histoire des Coupes du Monde. Sur le terrain, les stars sont britanniques. Gareth Thomas, qui fête sa 100e sélection, ou le génial ailier Shane Williams. Pourtant, le monde entier va très vite apprendre à retenir les noms mélanésiens. Le début de match est brouillon côté fidjien. En 10 minutes, il passe à quelques centimètres d'encaisser un essai et concède 3 pénalités. Mais heureusement pour eux, le 15 du Poireau n'a pas encore ajusté la mire. Alors que de l'autre côté, les blancs et noirs sont touchés par la grâce. Sur quasiment leur première offensive, les Flying Fijians inscrivent le premier essai, puis récidivent sur une contre-attaque lunaire, autant dans la réussite que dans le génie. Et rebelote à la 25e minute avec un 3e essai plein de flair. Les outsiders sont en train d'emballer la rencontre comme jamais. En plus, le canonnier Nicky Little, futur meilleur réalisateur de l'histoire des Fidji,
s'occupe d'aggraver le score sur le tee. 25-3, incroyable. Mais les Gallois n'ont pas jeté l'éponge. Profitant de l'indiscipline fidjienne, ils reviennent petit à petit au score, sans jamais atténuer la folie de ce match. En 10 minutes, le 15 du Poireau inscrit 3 nouveaux essais, dont un bijou de Shane Williams, pour mener 29-25. There's Shanklin. Good pass, here's the real opportunity for Shane Williams. Williams steps in a man, steps another man. A piece of individual brilliance. C'est donc au tour de Vilimoni de Lazao et ses guerriers de créer l'exploit. Malgré les plaquages beaucoup trop hauts, mais autorisés à l'époque, et la faiblesse en mêlée, ils jouent tous les coups à fond et se jettent à corps perdu dans la bataille. Les Gallois pensent avoir fait le plus dur. Mais c'était sans compter sur la détermination fidjienne. It's got space here. There's a chance out wide. Surely Boba needs to straighten things up. De La Salle, Shane Williams, Martin Williams in the tackle. Half a metre short. Martin Williams has got to get out of there. He's got to get out of there. Burrowing through, have they gone through the Fijians? The referee's blown his whistle. Well, what is the decision here? It's a yellow card, but he will have a look here. So close. Martin Williams, what a tackle. Tied up the ball, but gee, he killed the ball badly there. Dika called it, he said he's short. Oh, we can't see. Yes, we can. The ball is over the line. The ball is over the line. Sorry, I want to just confirm that the try has been scored. Thank you. The try has been given. Fiji celebrates. 20 ans après leur première qualification, les Flying Fijians sont de retour en phase finale. Et de quelle manière? Malheureusement, l'euphorie n'est que de courte durée. En quart, encore une fois face aux futurs vainqueurs, le parcours s'arrête brutalement. Mais l'important est ailleurs. Dans un rugby moderne et en constante évolution, les insulaires prouvent encore que ce sport peut être porté vers l'attaque et que de jouer sans rien calculer, c'est quand même sacrément excitant. Après ce coup d'éclat, les sélections du Pacifique n'obtiendront plus aucun résultat significatif en Coupe du Monde, malgré un bel exploit des Tonga face aux 15 de France en 2011. La faute à une fuite des talents toujours pas endiguée et à une évolution du rugby qui ne pardonne plus l'indiscipline et l'insouciance. Mais la Coupe du Monde 2023 est une nouvelle occasion de prouver que le rugby des nations du Sud peut encore espérer des résultats. Si pour les Tonga de Pitahaki et les Samoa de Charlie Faumina, la tâche s'annonce difficile vu leurs adversaires en poule, les Fidji, eux, ont fait appel à un entraîneur bien connu dans l'Hexagone, Vern Cotter, le faiseur de miracles. Alors avec l'expérience d'un tel coach et des joueurs de top niveau comme Levani Botia ou Simi Radradra, habitués aux joutes intenses du top 14, les Flying Fijians comptent bien jouer les troubles fêtes. En plus, ils se retrouvent dans un groupe quasi similaire à celui de 2007, avec l'Australie et le pays de Galles. Alors pourquoi s'empêcher de rêver? C'est le moment de rappeler que le rugby romantique n'est pas mort.